Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres qui dominent l'actualité de ce vendredi 3 juillet 2026. Après plusieurs semaines de discussions entre le Conseil électoral, le gouvernement et des partis politiques, le décret électoral a finalement été adopté jeudi en Conseil des ministres. Le document final a été envoyé aux presses nationales pour publication dans le Moniteur. Le Conseil électoral provisoire, avec l'appui de l'unité de lutte contre la corruption, a organisé une journée de déclaration de patrimoine à l'intention des cadres de l'institution ce vendredi, une disposition qui vise à faciliter aux cadres du CEP l'accomplissement des formalités exigées par le décret électoral, souligne le directeur général Uder Antoine. Également à la une, célébration ce vendredi de la Journée nationale du tourisme, l'occasion pour la ministre Stéphanie Smith de lancer un appel à la population à devenir des ambassadeurs des héritages patrimoniaux du pays. Le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a déclaré vouloir renaître le tourisme qu'il considère comme un levier stratégique pour booster l'emploi et la croissance économique. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les modifications apportées au décret électoral à la suite des discussions avec le Conseil et les partis politiques ont été adoptées lors du Conseil des ministres jeudi. Dans la nouvelle version du document, les conseillers électoraux ont obtenu des avancées sur certaines dispositions, mais ils ont également fait des concessions au gouvernement. Le nouveau décret a été envoyé aux presses nationales pour publication dans le journal Le Moniteur. Par ailleurs, plusieurs changements ont été opérés au sein de l'administration publique lors du Conseil des ministres. 24 heures après leur nomination, Walter Gabellus et Goetti Varnel Morancy ont été installés, respectivement à la tête de l'administration générale des douanes et de l'unité de lutte contre la corruption. Comme annoncé en titre, le Conseil électoral provisoire a organisé ce vendredi une journée de déclaration de patrimoine à l'intention des cadres de l'institution. Il s'agit, selon le président du CEP, Jacques Desrosiers, d'une initiative visant à renforcer la transparence dans cette institution, appelée à organiser les prochains scrutins dans le pays. Plus qu'un acte légal, cette démarche constitue une avancée significative en matière de gouvernance publique, affirme pour sa part le directeur général du CEP, Uder Antoine. Suivez ce compte-rendu de Riti Fortuné. Maintenant qu'il a normalisé ses relations avec l'exécutif, le Conseil électoral provisoire poursuit sa mission afin de préparer le processus en dépit des inquiétudes soulevées. Si l'article 153 du décret électoral fait état de l'obligation à tout responsable public en fonction souhaitant briguer un mandat de soumettre sa déclaration de patrimoine, l'institution électorale a voulu prêcher par l'exemple. Ce vendredi, en présence des représentants de l'ULCC, des cadres du Conseil électoral ont procédé à cette obligation. Il s'agit d'une disposition nouvelle inscrite dans le décret, précise ce technicien de l'unité de lutte contre la corruption. Après la publication du décret du 2 juin 2026, donc cette loi vient, c'est comme à amender quelque part la loi de 2008. Le décret a amendé la loi de 2008 parce que il a créé un nouveau groupe d'assujettis et également il a modifié le régime de sanctions qui était prévu. En plus de son caractère fondamental dans la lutte contre la corruption, cette journée de déclaration de patrimoine vise à renforcer la transparence et la confiance des citoyens dans l'appareil électoral, souligne Jacques Desrosiers. Le président du CEP en a profité pour renouveler l'engagement de l'institution à organiser des élections crédibles avec la participation de tous. Puisque le Conseil électoral, chaque année, a parlé de l'élection, nous dit que nous voulons faire un processus qui ait transparence. Et que nous considérons matin, initiative ça, avec toute équipe Conseil électoral, directeur général, directeur technique, et même bête qui vient là, qui fait jouer là, ils sont prêts pour montrer que nous voulons mener un processus avec transparence. Il s'agit de la toute première activité qui réunit à la fois le président du CEP et le directeur général depuis sa nomination.
Uder Antoine précise que cette activité vise à renforcer le cadre de transparence et de redevabilité de l'institution électorale. Dans un contexte où le CEP s'efforce de renforcer la confiance des citoyens, des acteurs politiques et de l'ensemble des parties prenantes, il est essentiel qu'il fasse preuve d'exemplarité dans le strict respect du cadre légal. Ainsi, le CEP entend franchir une nouvelle étape dans son évolution institutionnelle, fort de ses 39 années d'existence et d'expérience au service de la démocratie haïtienne. Si pour plus d'un, le processus électoral est à l'arrêt, depuis les malentendus entre le gouvernement et le conseil électoral autour du décret, mais aussi en raison du climat sécuritaire précaire, les cadres de l'institution ne l'entendent pas de cette oreille, annonçant pour bientôt la publication du calendrier et du décret électoral remanié. L'ancien porte-parole de la PNH, Felder Jean-Baptiste, qualifie de leurre toute tentative d'organiser un scrutin dans le contexte sécuritaire actuel. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, il a rappelé que l'insécurité et la politique ont souvent fait mauvais ménage par le passé, chaque cycle électoral apportant selon lui son flot de munitions et d'armes dans les quartiers. Pour l'ancien policier, la reprise de contrôle des territoires occupés et la neutralisation des gangs sont les conditions sine qua non pour que les citoyens puissent un jour voter en toute sérénité. Écoutons l'ancien porte-parole de la PNH, Felder Jean-Baptiste. C'est très problématique. Et moi, je suis très candide sur lui, c'est que dans la situation que là, donc organiser les élections maintenant en Haïti sont l'heure que lié. Parce que moun yo pas qu'à voter avec zam k'ap chanter gang par-ci par-là, non, c'est pas possible. Et faut, monsieur, effectivement, pas gagner, nous perdons un pile temps déjà. Et après le président Jovenel, c'est 5 ans, nous pas prendre un territoire, nous pas neutraliser, bien dit neutraliser. Neutraliser ça veut dire ce que ça veut dire, un chef de gang. Donc, il faut commencer par le débat, on commence à tacler les problèmes criminalité et d'abord. Et puis après, on va parler d'élection. Parce que je comprends pression qui gagne sous PM, sous gouvernement qui a pour faire élection. On le comprend. Mais d'abord, si on veut être sérieux, il faut ramener tout le monde à la sérénité pour que le gouvernement soit sérieux dans sa affaire, pour d'abord pour tacler le problème de criminalité. Le commencer à gagner des résultats et le effectivement, au niveau côté que l'élection a fait, tout le monde a senti. Il y a qu'à publier fièrement, puis dire, bon, voilà ce qu'ils ont réalisé à Carrefour, voilà ce qu'ils ont réalisé à Village de Dieu, telle ou telle chose, et puis les gangs qui ont été neutralisés, tout le monde a senti. Parce qu'il y a ce psychose à Port-au-Prince. Nous perdons 85% à Port-au-Prince. Nous, qu'est-ce qu'on ne fait pas dormir bien? Comment on va le faire voter? Par exemple, il y a fait un bagage, il y a créé un autre monde pour nous voter. Mais si c'est dans Haïti, ça, dans Port-au-Prince, ça, là, l'élection n'est pas possible. Il y a une grammaire de la sécurité pour commencer à faire un bagage et puis au fur et à mesure atteindre des résultats. Donc, le ça, et tout qu'a fait mes supports de presse, là, commencer à relâcher et puis on peut examiner d'autres perspectives pour aller dans les élections. Parce que là, rien de plus. C'est d'abord la vie des citoyens pour ramener la paix dans les familles, dans les lacous, dans les communautés. Et puis à partir de ce moment, les gens toute quiétude capable de commencer à parler d'élections et puis organiser, on commence à le faire, soit ou pas faire campagne par exemple, ou pas aller dans la zone Sainte-Bernadette, ou prendre chance pour descendre en bas, pour aller arranger le monde, pour dire voter pour, non, on va faire, c'est pas réaliste. Autre dossier à Metro News, face à la vague de chaleur extrême qui frappe les Caraïbes, le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, alerte sur la situation climatique en Haïti. Pour protéger les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées, Emmanuel Pierre insiste sur des mesures de santé publique immédiates comme une hydratation constante et une limitation de l'exposition au soleil. Alors, pour faire face à cette vague de chaleur, nous avons prodigué certains conseils à la population, particulièrement des conseils qui, à l'endroit de monde qui est très vulnérable. Comme vous le savez, par exemple, gens qui avaient un handicap, personnes âgées, vraiment concernées, petits gens, femmes enceintes. Donc, il y a un premier conseil non prodigué, et surtout, si vous lisez le bulletin météorologique du 2
au 4 juillet, de concert avec l'UHM, l'Unité hydrométéorologique d'Haïti. On dit, on est hydraté. Hydraté, c'est-à-dire boire un pile d'eau. Alors, l'hydratation, c'est français, mais boire un pile d'eau et régulièrement, même si on n'a pas soif. Aucun n'a pas ressenti soif, ou pas envie de boire de l'eau. Et bon, en pile, nous n'avons pas pratique ça vraiment ici pour nous boire de l'eau en pile, mais c'est un plus gros et conseil nous pour dire nous c'est boire de l'eau. Ça a d'eau quand même et résister parce que l'eau déshydratée, c'est là où manquer de l'eau. Or, au besoin, selon spécialistes, au besoin plus que 5 à 6 litres d'eau par jour pour résister en temps normal, voire en temps et situation ça. Deuxième conseil, c'est éviter le plus possible pour nous exposer nous à soleil là et surtout dans un moment et entre 10h et 4h de l'après-midi. Dans un moment ça soleil là, il apparaît beaucoup plus chaud. Et comme on dit, le phénomène El Niño a augmenté, j'en dis, ça nous influence le phénomène El Niño par opposition à la Niña, c'est une augmentation systématique de chaleur dans des régions dans le monde et qui causait vraiment des problèmes. Célébration ce vendredi 3 juillet de la Journée nationale du tourisme sous le thème Tourisme haïtien, patrimoine, investissement et relance territoriale. À cette occasion, la ministre Stéphanie Smith a lancé un appel à la population à devenir des ambassadeurs des héritages patrimoniaux du pays. Elle a également présenté une stratégie de développement du secteur axé sur le patrimoine, l'investissement et la relance territoriale. De son côté, le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a déclaré vouloir renaître le tourisme qu'il considère comme un levier stratégique pour booster l'emploi et la croissance économique. Suivez ce compte-rendu signé Garbijan. Venez voir Vinoué Haïti. C'est à travers ce slogan que la ministre du Tourisme et des Industries créatives, Stéphanie Smith, a invité la population à se faire ambassadrice du patrimoine national. Lors de la célébration de la Journée nationale du tourisme ce 3 juillet, la responsable a exposé son plan stratégique de développement reposant sur 3 piliers centraux. Patrimoine, investissement, relance territoriale. 3 mots, 3 piliers. Le ministère s'est placé, secteur privé, nous c'est l'ouvrir chemin pour le secteur privé à courir. Parce que les investisseurs pas mandé au pays qui pas fait. Ils mandé au pays c'est lui. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique ainsi que des acteurs de la société civile. Dans son intervention, le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a replacé cette journée dans une perspective de renaissance. Vantant le potentiel touristique de la République, il a réaffirmé sa volonté de faire du secteur un moteur de développement économique et territorial. Le tourisme sera l'un des moteurs de la relance économique, de la création d'emplois et du rayonnement international d'Haïti. Préparer cette renaissance est une responsabilité collective. En cette journée nationale du tourisme, réaffirmons ensemble notre volonté de faire du tourisme un véritable levier de développement national et un symbole de la nouvelle Haïti que nous bâtissons ensemble. Ainsi, le locataire de la primature compte sur le tourisme pour booster la croissance économique du pays, pourtant négative depuis plus de 6 ans. De plus, le secteur a été mis à mal par les activités criminelles qui ont totalement dégradé l'image du pays à l'international. Du coup, les étrangers ne viennent quasiment plus en Haïti. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Katia Verdier, mise quant à elle sur la diaspora pour promouvoir la richesse culturelle. Elle se dit prête à accompagner les initiatives touristiques pour favoriser leur inclusion ainsi que leur durabilité. Chaque année, nos compatriotes vivant à l'étranger ont toujours profité de leurs vacances pour séjourner en Haïti à travers les départements, afin de rencontrer leurs familles, participer dans les activités culturelles et patronales et découvrir les valeurs et les richesses de nos régions. Au-delà de ces séjours, ils représentent des précieux ambassadeurs d'Haïti auprès de leur communauté d'accueil. Je dis à eux qui partagent avec nous que la diaspora c'est une ressource stratégique pour le secteur touristique. Avec engagement, nous avons relancé le tourisme, connecter territoire,
pour nous arriver dans la relance économique qui a permis de nous arriver dans le chemin de croissance économique en chercher. Une fois de plus, les autorités ont promis de restaurer la sécurité afin de créer un climat propice à une relance durable de ce secteur, considéré comme vital pour l'économie. Notons également que lors de cette cérémonie, plusieurs institutions, dont la Fédération haïtienne de football et l'Association touristique, ont été honorées pour leur engagement dans le rayonnement du pays à l'échelle internationale. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a célébré son 14e anniversaire ce vendredi 3 juillet 2026. Un cocktail a été organisé à cette occasion, auquel a pris part le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Il a renouvelé la volonté du gouvernement en faveur du renforcement du système judiciaire en consolidant le CSPJ. Un système judiciaire fort et intègre est le meilleur rempart contre l'impunité et la corruption, souligne le Premier ministre. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Après plusieurs semaines de discussions entre le Conseil électoral, le gouvernement et des partis politiques, le décret électoral a finalement été adopté jeudi en Conseil des ministres. Le document final a été envoyé aux presses nationales pour publication dans le Moniteur. Le Conseil électoral provisoire, avec l'appui de l'unité de lutte contre la corruption, a organisé une journée de déclaration de patrimoine à l'intention des cadres de l'institution ce vendredi, une disposition qui vise à faciliter aux cadres du CEP l'accomplissement des formalités exigées par le décret électoral, souligne le directeur général Uder Antoine. Également à la une, célébration ce vendredi de la Journée nationale du tourisme, l'occasion pour la ministre Stéphanie Smith de lancer un appel à la population à devenir des ambassadeurs des héritages patrimoniaux du pays. Le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a déclaré vouloir renaître le tourisme, qu'il considère comme un levier stratégique pour booster l'emploi et la croissance économique. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole, pour une prochaine édition de Métro News. Mais restez branchés Télémétropole, car nous vibrons au rythme du mondial. Bonsoir.